Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette 8e édition, nous recevions Philippe Courtois, directeur commercial chez Parade, pour parler de chaussures de sécurité intelligentes afin de prévenir et agir sur les risques de chute des travailleurs isolés. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue pour ce 8e café IQSE. Donc en ce 1er juin, un jour estival, on peut le constater. Donc pour cette 8e édition, on va aborder un sujet qui est assez inédit ici, puisqu'on va parler d'EPI connectés. On avait déjà parlé d'EPI connectés, mais au niveau des protections auditives. Là, on va parler d'EPI connectés au niveau de la protection des pieds, puisque ce sont des chaussures connectées. Et nous recevons pour cela Philippe Courtois. Philippe Courtois qui va nous présenter vraiment l'innovation, puisqu'on est vraiment dans les démarches d'innovation que sa société Parade présente. Qu'est-ce que Parade ? D'où est venue cette envie d'aller sur le terrain de la protection des personnes ? Voilà un petit peu tout ce qu'on va aborder ensemble dans cette petite heure qui va être répartie entre une présentation par Philippe, mais également si vous avez l'envie, le besoin et puis le souhait de partager, de venir poser vos questions, d'approfondir aussi. On a eu là, notamment la semaine dernière quelqu'un qui était assez expert dans un domaine qui a donc pu approfondir certains sujets, apporter des points de détail, donc ou revenir sur des expériences que vous connaissez. Et ça sera vous aurez toute l'occasion de le faire durant le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire jusqu'à 14h. Alors voilà pour cette petite introduction. Je vais laisser Philippe aller un peu plus loin parce que moi je suis resté vraiment de façon superficielle. Et puis en savoir un petit peu plus sur ce produit, sur ces produits peut-être. Il y a peut-être toute une gamme. Nous allons découvrir ça ensemble. Philippe, je laisse la parole. Eh bien, merci Nicolas. Bonjour à tous. Effectivement, heureux de venir participer. Ce que je vous propose peut-être, c'est de mettre en fond la présentation. Comme ça, vous pourrez suivre en mode lecture également les quelques supports qu'on a mis. Encore une fois, comme tu le disais, c'est pas un cours magistral. C'est vraiment des moments d'échange. C'est important. Mais au moins, vous verrez tout en live. Alors, normalement, elle est ici. Parfait. Hop. Et vous voyez tous l'écran. Alors, juste en préambule, comme tu me demandais qui nous sommes. Alors, Parade, nous, on a 42 ans et on fait partie d'un groupe qui est le groupe ERAM. Donc, c'est un groupe qui, lui, a 90 ans, un groupe français, familial. On a 9 marques, comme vous pouvez les retrouver en bas. Donc, ça, c'est juste pour contextualiser potentiellement qui nous sommes. C'est pas qu'une start-up qui vient d'arriver. On a vraiment une assise financière, une assise structurelle, une assise également informatique, parce que quand on va parler de connecter, on va parler de data, d'échange, etc. Donc ça, c'est souvent des choses intéressantes. Dès qu'on trouve sur des grands groupes, souvent on va parler d'RGPD, de PIA, de choses comme ça. C'est des choses qu'on sait aborder très très facilement. J'insiste pas plus là-dessus. C'était vraiment quelque chose de très contextuel. C'est bien pour voir effectivement le background et tout ce qu'a l'entreprise finalement derrière elle avant de se lancer dans ce type de projet finalement. Exactement. Et si on rentre là plus particulièrement sur Parade, alors encore une fois, j'ai mis 15 slides pour aller vite dessus. Qui on est ? Nous, ça fait 42 ans qu'on existe. 42 ans qu'on fait partie de ce groupe ERAM. On est la partie B2B de ce groupe et de ses marques. On a une usine basée en France dans laquelle on produit grande partie de nos chaussures, dont le sujet du jour, nos produits connectés. On met sur le marché, pour vous donner un peu une idée, 1 million de paires tous les ans. Voilà, plusieurs technos, dont la partie connectée qu'on va aborder aujourd'hui. Tout ça, c'est produit en France, avec un stock basé en France qui nous permet aujourd'hui de servir un peu plus de 4500 clients. Donc, on travaille plutôt via la distribution. Et ça, dans le monde entier, aujourd'hui, on est en permanence sur plus de 36 pays. Donc, voilà, une vraie bonne assise. Donc, Parade, c'est vraiment une entreprise qui fait de l'équipement de protection. C'est son cœur de métier ou c'est venu dans un second temps ?
Non, c'est notre cœur de métier vraiment depuis l'origine. La chaussure, c'était l'origine du groupe. On avait nos usines, on fabriquait de la chaussure. Ça a commencé il y a 90 ans. Et nous, 42 ans, quand ils ont créé la partie B2B, l'idée, c'était, on savait chausser le particulier. Il faut remonter 90 ans en arrière. La chaussure, tout le monde n'en avait pas. Donc, c'était les premiers de chez Eram, la toute première de chez Eram. Et puis, on a augmenté, on est arrivé. Et puis, il y a eu des vrais besoins qui sont arrivés dans la partie industrie, dans les années 70, où la sécurité, on commençait à se mettre à en parler, à vouloir équiper, et on s'est lancé dans les premières chaussures de sécurité avec l'injection en PU, qui était une innovation française portée par le groupe Eram, qui est devenu un standard sur le marché mondial maintenant partout. Mais c'était vraiment les premières chaussures injectées comme ça vient de chez nous directement. D'accord. Et vraiment, un vrai leitmotiv, on n'est pas des vendeurs de chaussures, on est des gens qui sont là pour protéger les hommes. Notre leitmotiv, il est vraiment là-dessus, c'est important, et toutes nos structures et comment on est organisé, c'est autour de ça. Protéger l'homme dans tous les moments de la vie. Et c'est justement pour faire la transition ce qui nous a amené à Parade Connect, qui est notre sujet du jour. Si on s'est dit, bon, les chaussures de sécurité, on sait bien les faire, mais on n'est pas les seuls, faut se le dire. Il y a beaucoup de monde sur le marché, mais on sait bien les faire. On a une vraie expertise là-dessus, on est connu et reconnu. Mais comment on peut aller plus loin, justement? Comment on peut encore protéger plus? Une des alternatives était l'électronique. Donc, on a travaillé avec plein d'écosystèmes, des responsables qualité, des grandes entreprises, des centres de recherche, des parties médicales également. Sont arrivées la partie électronique. On a détecté un peu plus de 80 cas d'usage où l'électronique pouvait apporter via des chaussures des choses. Et on s'est concentré sur un, qui est la partie DATI. Alors, DATI, c'est le dispositif d'alerte du travailleur isolé. Ça va être le sujet du jour. Notre chaussure connectée, c'est bien sûr un EPI, la chaussure sécurité, normée, sécurisée, 23145, et toute la partie service pour la partie DATI avec cette fonction qui est intégrée automatiquement dedans. D'accord. Donc, énormément de temps de recherche. Ça date d'il y a 5 ans, c'est ça en fait. C'est quelque chose qui est assez récent. 5 ans. Exactement, c'est très récent, ça a moins de 5 ans, les premières démarches pour commencer, un peu plus de 3 millions d'euros d'investissement. Donc encore une fois, on n'est pas sur un gadget parce que on joue avec la vie des gens là, donc on ne veut pas. Et puis c'était nouveau aussi pour nous, donc ça prend du temps parce que nous l'électronique on n'avait jamais fait. Et dernier point également important, c'est qu'on voulait pas juste faire un produit, ce que j'appellerais un MeToo, c'est-à-dire que des DATI on l'a pas inventé, il y en avait déjà sur le marché, c'est pas une grande invention en soi de DATI. Ça existe déjà. Par contre, ce qu'on voulait voir, c'est comment on pouvait être plus performant, comment on pouvait augmenter sérieusement et intrinsèquement la sécurité des porteurs de notre solution. Et c'est là où il y a eu un énorme challenge qui était de se dire, déjà, commençons par faire un audit du marché. On va y revenir un tout petit peu après. Quelle est la performance des outils sur le marché qui sont mis à disposition des entreprises pour sécuriser leurs salariés et qu'est-ce qu'on peut apporter? Oui, parce que ça peut paraître une bonne idée des fois sur le papier, on peut se dire c'est une très bonne idée, et puis en fait, il s'avère que au final, je pense pas que vous soyez arrivé à cette conclusion-là, mais finalement, l'idée était pas si bonne, ou en tout cas, elle n'a pas permis d'atteindre la performance qui était attendue. Donc, c'est intéressant de savoir comment, si on veut atteindre la performance, savoir comment y aller, et peut-être pas reproduire des erreurs ou bien viser les bons objectifs. Et c'est exactement ça. Et c'est toute la différence en train de se dire, est-ce que soit on arrive à faire comme les autres parce qu'ils sont déjà super performants, on peut pas faire mieux, et puis on vient prendre une part de marché, et là du coup on fait que du commerce et on n'a pas de valeur ajoutée, ne serait-ce que dans notre motif d'améliorer la protection, ou alors est-ce qu'on sait vraiment faire mieux? Et là on a une vraie valeur ajoutée, c'est a priori on va pouvoir sécuriser et mettre en sécurité d'un plus haut niveau tous les collaborateurs ou tous les porteurs de nos futures solutions. Et ça a vraiment guidé toute la partie développement que l'on a eue sur ces 4 dernières années. Okay. Également, pour enchaîner un petit peu, on a voulu travailler sur, parce que comme vous le comprenez, on est parti de zéro, mais on n'a pas voulu acheter un produit sur le marché, se dire tiens, comment on le miniaturise ou comment on le met dans notre chaussure. Ça aurait été très simple, mais encore une fois, on n'aurait rien apporté. On est parti d'une feuille blanche. On va en reparler juste après, la partie audit de tout ce qui se fait sur le marché, mais on a voulu travailler avec des partenaires, ça c'était important parce qu'il fallait une expertise côté électronique, et on a travaillé que des grands groupes, notamment français et uniquement français parce nous-mêmes on est un groupe français et on voulait continuer à défendre notre industrie, c'était important pour nous, et puis on l'entend, on le sent parfois dans la conjoncture quand vous écoutez, il y a du
piratage, il y a des choses comme ça, quand il y a des produits chinois, des Huawei ou autres, parfois ça peut créer quelques tensions. Donc voilà, on s'est dit on va travailler ici chez nous. Donc on a travaillé avec la French Tech, la Cité de l'Objet Connecté, qui est une coop basée à Angers, et c'est le groupe Lacroix Électronique, groupe français, qui nous produit 100% de la partie électronique. Ah oui, donc ça vous permet de maîtriser finalement toute la chaîne de production. Enfin, maîtriser, peut-être pas, mais en tout cas, d'avoir une certaine traçabilité et puis une coordination peut-être plus simple que d'aller à quelque chose qui est dispatché un petit peu aux quatre coins du monde avec des problèmes d'approvisionnement. Mais vous êtes peut-être touché quand même avec les pénuries qu'on connaît actuellement, mais peut-être que en étant plus proche de vos fournisseurs, vous avez moins ces types de problèmes. Alors, exactement. Là, à date, c'est pas un souci parce qu'on est sur une phase de lancement où on a commencé la commercialisation au mois de février. Il y a 3 mois. Donc, on a des stocks, ce qu'il en faut. On n'a aucun souci là-dessus et on a sécurisé ça avec notre partenaire Lacroix Électronique. Comme tu le dis, ça nous permet de sécuriser parce qu'on a tout à proximité, l'outil de production et la partie surtout évolution, c'est-à-dire qu'on ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Donc du coup, on a intégré des équipes sur la partie recherche électronique, etc. au sein de Parade pour faire les futures évolutions et futurs développements de demain. Il s'agit pas on est dans l'électronique, on sait que les durées de vie des produits peuvent être très longues. Par contre, les avancées technologiques sont aussi très rapides. Donc, ce qui va nous permettre à chaque fois de pouvoir lancer des batchs à proximité suffisamment importants pour servir nos clients du jour, mais suffisamment courts pour rester en permanence dans l'innovation et se servir des évolutions technologiques et les insérer au fur et à mesure pour les années à venir. Très bien. Et donc la question qui se pose là, effectivement, pourquoi une chaussure qui détecte les chutes finalement? Qu'est-ce que ça apporte cette solution? Est-ce que c'est une vraie bonne idée et comment ça se déploie? Alors, voilà, ça c'est important. Et puis quelques éléments de contexte aussi rapidement, c'est de se dire, nous, pourquoi cette chaussure, effectivement, on est dans la sécurité, comme certainement pas mal de nos auditeurs aujourd'hui, et on s'est rendu compte que quand vous prenez les chiffres, souvent les causes d'accidents sont la chute, de près ou de loin, mais la chute est jamais très très loin malheureusement de ces accidents. Donc, ce qui était intéressant, c'est que d'être dans le support de chaussures par rapport à une chute, en oubliant même la partie électronique, d'apporter une vraie bonne chaussure qualitative, ça peut déjà réduire. C'est un premier phénomène. Et puis, du coup, d'apporter de l'électronique dessus, ça va nous apporter 2 choses très, très importantes qui sont les 2 points essentiels qu'on va voir juste après. Et on peut le délivrer maintenant. C'est que les chaussures de sécurité sont toujours portées. On se retrouve avec un équipement qui est à 100% porté. Et ce qui est important, c'est les 2 derniers chiffres que vous voyez sur la partie haute là du contexte, c'est les 7,2% de travailleurs. Ça, c'est les données nationales. La partie sécurité, sur tous les collaborateurs de nos entreprises, on est plutôt très habitué à leur fournir des chaussures de sécurité, des gants, un casque, des oreilles, des bouchons dont tu parlais tout à l'heure. Ça évolue, ça progresse également tout ça, mais on est à des taux d'équipement qui sont proches du 100%, avec un marché qui est plutôt mature, et ça, c'est déjà fait. Donc, ces niveaux de protection au sein des entreprises sont déjà bien pris en compte, avec les QHSE partout, c'est bien maîtrisé. Cette partie des travailleurs isolés, c'est vraiment encore un des parents pauvres, et le côté électronique, le côté connecté et le futur de demain. Si je prends un chiffre qui n'est pas dans cette présentation, mais si je prends un chiffre conjoncturel, tout ce qui est éléments connectés de sécurité dans le monde entier, je parle que professionnel, je parle pas d'une montre pour aller courir le dimanche, on est d'accord? Oui. Ça va être des capteurs de gaz, des choses comme ça. Ça représente aujourd'hui sur le marché européen 30% de la part de marché mondial et c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché qui est déjà présent. On est dans de l'innovation, mais il y a des gens qui ont déjà commencé avant nous dans d'autres gammes de produits qui sont pas sur la partie des datis, des choses comme ça, mais qui ont déjà avancé. Ça veut dire que les entreprises sont déjà prêtes à ça, et il y a déjà 400 millions d'euros sur l'Europe qui circulent. D'accord. Demain, je prends une projection à 15-20 ans, toutes les estimations font que c'est un marché qui va être à 4 milliards. Ce qui veut juste dire, c'est qu'il y a vraiment un besoin, une appétence du marché d'aller sur ce genre de projection et que il n'y a pas de secret, l'électronique, il est toujours un peu plus fort que nous tous, que de la sécurité passive, c'est-à-dire je mets quelque chose et j'espère que ça va bien me protéger. De passer dans de la sécurité active va permettre d'anticiper, va permettre de protéger toujours plus en permanence et d'avoir un temps d'avance. Et c'est ça qu'on va chercher et que toutes ces sociétés aujourd'hui et tous les pour protéger leurs porteurs vont aller chercher. Le dernier accident, le dernier malheureusement parfois décès, des choses comme ça, c'est là où on va pouvoir aller travailler et apporter encore plus de sécurité.
D'accord. Donc en fait, vous partez d'un objet qui était déjà un outil de protection, un équipement de protection individuelle, donc une paire de chaussures de sécurité, à laquelle vous êtes dit comment on pourrait l'augmenter finalement pour qu'elle puisse nous fournir des informations qui, au-delà de l'action passive effectivement, qui est d'absorber un choc, voilà, pourrait aussi nous apporter des informations pour lesquelles elle n'est pas forcément initialement prévue, c'est-à-dire de dire on est en situation de travers isolé, la personne fait un malaise, elle tombe, elle n'a pas forcément eu de choc sur le pied, par contre la chaussure est capable de dire la personne a brusquement changé de position et ça vient suppléer la problématique de prévention, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça, d'avoir un système qui, de manière automatique, comme tu l'as dit, fonctionne toute seule et est capable de détecter une situation normale à une situation anormale, mais vraiment sur la partie amont. Les DATI aujourd'hui existent déjà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça on n'a rien inventé, mais très très souvent, vraiment de manière forte, et ils vont faire deux choses. Une perte de verticalité, ou ce qu'on appelle vulgairement l'homme mort. Alors la perte de verticalité, ça fonctionne plutôt bien, hein. On est un peu en travaillant en hauteur, on chute, donc on travaille que sur un axe Y d'un point de vue mécanique. Accélération, on arrête un mouvement, c'est une chute pour le système. On envoie une alerte. L'homme mort, je tombe inconscient au sol, je deviens inconscient, ça détecte plus de mouvement, c'est capable d'envoyer une alerte. Alors tout ça, ça fonctionne à peu près. Le seul petit souci, c'est que on est déjà sur l'accident, on est déjà sur la personne qui est devenue inanimée au sol, et nous, on voulait vraiment travailler sur les parties amont. L'idée, encore une fois, pour protéger, c'était d'essayer de gagner du temps. Et on sait que pour secourir des gens, alors si on est dans le pire, dans les espérances de vie, ou simplement sur une simple blessure, le facteur temps est essentiel dans la bonne remise en forme et la capacité de la personne à s'en remettre le plus vite possible. Et c'est vraiment ces parties-là qu'on a voulu faire. Donc nous, on a voulu être sur la partie amont de cette chute, dès l'amorce d'une chute, dès un début de chute qui est détecté, c'est là où on est capable d'envoyer une alerte, tout en faisant une chose qui est stratégique, il ne s'agit pas d'inonder de faux messages et d'avoir, parce qu'on veut anticiper, 50 faux positifs par jour. Parce qu'on sait que ça, c'est des solutions qui deviennent inacceptables pour les porteurs contre-productif, au final. Et non portés. Voilà, ça serait contre-productif à 100%, très, très clairement. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que trop de notifications, ça vient carrément à tuer la notification et on n'y prête même plus attention en fait. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on retrouve quand on a fait quelques audits clients pendant ces 3 ans de développement, 4 ans de développement au total. On est allé voir plein d'entreprises que je vous disais en amont, et ils se retrouvent que leur propre stat, c'est que beaucoup d'appareils qui envoient du coup plein d'informations en disant attention chute alors qu'il n'y en a pas vraiment, ils finissent à ce que les collaborateurs mettent en off leur système ou tout simplement le portent pas ou le débrayent par différents, tout est possible, on a tout vu, tout entendu, et c'est une des grandes difficultés, quoi. De bien vouloir en tant que salarié ou responsable sécurité ou patron, bien vouloir essayer de protéger, mais malheureusement un outil qui est pas très bien adapté ou pas le plus optimum, et donc du coup, il n'arrive pas à le protéger autant. Effectivement, la sécurité active. Ouais, vraiment la sécurité active, c'est vraiment important. Donc ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est l'avantage de la chaussure, elle est 100% portée. On ne lutte plus aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80 où on luttait encore pour faire porter des chaussures de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus un débat. Les chaussures de sécurité, on est plein à savoir en faire. Là, nous, on a fait une chaussure premium. Encore une fois, là, on vend pas une chaussure, on est sur un service autre. Donc, on a fait une chaussure premium. Donc, la qualité, le confort, tout ce que vous voulez, sera pas du tout un sujet. Et tu parlais de gamme tout à l'heure. On va voir la gamme rapidement des différents modèles qu'on a fait pour pouvoir s'adapter à tous les travailleurs. Donc ça, c'est un des premiers points. On a vraiment une solution qui est 100% portée du matin au soir. C'est vraiment différenciant. C'est vraiment différenciant. Et ce qui est important, c'est que quand on va voir des très grands groupes qui nous disent « Oui, mais nous, on équipe, mais que 50%. » Donc là, on n'est même pas en train de parler de budget, on n'est pas en train de parler d'efficacité ou pas. C'est simplement, est-ce qu'il l'a ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance de pouvoir être secouru 50% du temps. Ça, c'est important. Le deuxième chiffre qui est stratégique, parce que là tu parlais tout à l'heure sur la solution, qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement, et ce que j'expliquais, c'est qu'on a fait un audit. Et l'audit, c'est comment savoir si on arrive à faire mieux pour apporter plus de sécurité.
Faut commencer à auditer les produits existants sur le marché. Bon, on a fait simple, hein. On a acheté, loué tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a pu trouver sur le marché qui était accessible en France et en Europe, et on a trouvé ce que vous retrouvez sur la partie basse là de la présentation, un laboratoire de motricité qui est dédié pour faire ça, qui a l'expertise de savoir ce qu'est une chute. Ils sont agrémentés. On leur a donné tout ça et notre solution, on leur a dit voilà. Voilà ce que nous on sait faire, voilà tous les autres appareils du produit, et on voudrait que vous nous compariez, vous qui savez ce que c'est une chute, faites des tests de chute et dites-nous comment on est par rapport aux autres. Et puis comme ça nous a permis de s'étalonner et de progresser au fur et à mesure. Et là on a été énormément surpris. Un des autres points de base, c'est quand on a acheté tous ces produits-là, on remarque qu'on ne parle jamais de performance dans les datis. On nous dit que ça fait quelque chose, mais on ne dit jamais de combien. Toujours un exemple que je prends, si on achète une perceuse, on sait qu'elle perce à tel diamètre, qu'elle a telle puissance, tel couple, pareil pour une voiture, à quelle vitesse elle roule ou autre. Là, quand demain vous achetez un DATI, on vous dit détection de chute. Il détecte une chute. Mais le 100% n'existe pas. Et on n'avait aucun index là-dessus pour le suivre. Ce labo, quand on leur a donné ça, alors comme vous le voyez, c'est sur plus de 220 cas de chute, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait sur 5 ou 10 cas qui pouvaient nous arranger. Et encore une fois, c'est eux qui ont déterminé les protocoles de test. D'accord. Il se trouve que la moyenne des outils mis à disposition sur le marché ne détecte que 30% des chutes. Ce qui veut dire que même équipés à 100% en les portant, leur solution du jour, seulement 30% des chutes sont détectées. Alors ça c'est pas dû à Parade, ça c'est la réalité du marché, et c'est juste dû à les datis, ça existe depuis longtemps, mais du coup il n'y a jamais eu d'évolution ou de révolution en interne, parce que on est toujours resté sur les mêmes basiques, il n'y avait pas besoin de faire d'innovation, donc tout le monde est resté sur le même champ. Et il y a un deuxième point, c'est que, et là on n'y peut pas grand chose malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est que nous on est dans les chaussures depuis 40 ans, et notre point de mesure c'est toujours le même, on a tous les pieds par terre. Et ça, c'est vraiment différenciant également. C'est-à-dire que quand on va mesurer différents phénomènes mécaniques, dont on va rentrer 2 secondes dans le détail derrière, ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Parce que si je porte un élément à la ceinture, si je fais 1 mètre ou si je fais 1,50 m ou si je mesure 2 mètres, les courbes d'accélération vont pas être les mêmes. Donc on est obligé d'éliminer beaucoup de mouvements. Si c'est quelque chose que j'accroche à ma veste, je suis obligé de supprimer beaucoup de signaux. Imaginez, je suis sur une veste, je me retourne, ma veste va prendre un petit peu de large par rapport à mon corps et va tourner et faire des accélérations. Tous ces signaux-là ne doivent pas être pris. Donc, ils sont obligés d'écréter beaucoup de signaux pour ne pas être que dans des faux positifs. D'accord. Et du coup, la performance en est amoindrie. Nous, on peut conserver 100% de nos signaux et ça nous aide énormément. Oui, c'est ça. Voilà, c'est à chaque fois, on compare à périmètre constant relativement, alors qu'effectivement, en fonction des installations qui, je dirais, peut-être pas concurrentes, mais en tout cas d'autres solutions, ça peut avoir des faux positifs, ça peut avoir des artefacts de calcul, des choses comme ça. Là où effectivement, les pieds, ils sont toujours sur un support, d'une façon ou d'une autre. Exactement. Et donc, notre point zéro pour calculer le mouvement, il est toujours le même. Mais même si on est sur un échafaudage à 10 mètres de haut ou sur un toit à 10 mètres de haut, notre point zéro de la chute sera les pieds où ils sont positionnés. Et ça, c'est vraiment très différenciant. Au final, quand la moyenne du marché, c'est 30% de détection de chute, nous, on monte à 84%. Donc, je suis pas encore on n'est pas encore en train de vendre du rêve avec du 100%. Alors, ça n'existe pas sur le marché, la preuve en est. Il n'y a pas de solution miracle encore. Mais on arrive quand même à performer 2,5 fois plus que la moyenne du marché. Ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'on arrive, avec notre service, à protéger 2,5 fois plus tous vos salariés ou tous les collaborateurs d'une entreprise qui peuvent être équipés de ce système-là. Ce qui est quand même le but primaire de notre solution. Parce qu'effectivement, pas avoir de chiffres, et c'est souvent, je me mets à la place pour en côtoyer de temps en temps des dirigeants d'entreprise qui me disent mais votre solution elle est très bien, mais qu'est-ce que je vais y gagner derrière? Et si on n'a pas de chiffres à apporter, et comme on dit souvent, on améliore que ce qu'on mesure. Si on n'a pas de mesure, on restera sur des déclarations d'intention, on a l'impression sur des ressentis. Mais le fait d'avoir des chiffres et l'avantage des chiffres qu'on a là, après 84-30, c'est des analyses, je dirais, statistiques, mais c'est dans une entreprise d'avoir des données fiables sur lesquelles s'appuyer, elle, dans son propre contexte. C'est ça. Et c'est un vrai engagement de la part de Parade. Donc, c'est des choses qui sont vraiment mesurées, qui sortent de ce labo-là, qu'on peut même, dans le cadre de très grands groupes, si ça avait besoin, venir prouver sans aucun souci.
On n'est pas dans des déclarations marketing là, du côté Parade. Hein, j'entends quand on annonce 84, on sait très bien. Juste un point par rapport à ce que tu disais, Nicolas, sur les faux positifs. Hein. Je ne dis pas qu'on peut pas en avoir. Parce que quand on se positionne à 84, il y a bien un 83 et un 85. Donc, il a fallu qu'on trouve justement le point d'équilibre pour ne pas arriver à ces 100, mais avoir 15 faux positifs par jour, qui sont destructeurs pour l'utilisation du système, mais trouver vraiment le moment où, dans l'efficacité, on était le plus efficace. Et c'est grâce à ce laboratoire de motricité et tous ces protocoles de chute qui ont duré des semaines avec des milliers de chutes qui ont été enregistrées, de se dire, voilà, à chaque fois qu'on a une vraie chute qui peut mettre en danger quelqu'un dans les différents types de chutes que l'on peut avoir, le bon seuil, c'est ce 84 pour. Puis nous, on va continuer à travailler. Hein. C'est un système qui est apprenant, qu'on peut updater au fur et à mesure. Et quand on sera à 85, c'est des mises à jour qui se font automatiques, qu'on sait lancer à distance. Et comme ça, tout le monde a toujours en permanence la meilleure solution. D'accord. Ok. Voilà, tout ça c'est français, tout ça c'est bien sûr breveté. Et pour arriver à la partie collection, rapidement, encore une fois, on a fait différents styles de chaussures pour essayer de répondre à tout le monde. L'idée c'est de protéger un maximum de personnes, là où il y avait des travailleurs isolés qu'on a pu identifier dans nos analyses de marché. Donc on va en avoir beaucoup dans l'industrie, dans la logistique, dans du BTP, dans de l'agro, dans des métiers d'intervention bien évidemment, et on se rend compte qu'il y a plein d'autres métiers à force de le proposer. Là on va avoir tout ce qui va être recyclage, etc. Et ils sont sur des entreprises qui ont des sites immenses et ils ont énormément de salariés qui vont être comme ça. Dans la partie des transports également, de plus en plus, ils se retrouvent à avoir des problématiques et ils sont en train de mettre en place cette situation de solution. Donc voilà, on est vraiment sur des marchés qui sont pas matures du tout, donc qui ont une grosse appétence et qui sont sur les marchés de demain. Et puis c'est des collections qu'on va continuer à décliner. Hein. Les futurs lancements chez Parade seront de plus en plus capables d'intégrer directement notre solution. D'accord. Donc, ils permettront d'être directement dedans. Donc, vous avez vraiment évidemment un choix, quoi. Ouais, vraiment un choix. C'est important parce que de minimiser que sur un modèle ou autre, faut qu'il soit adapté. Faut pas oublier, nous, notre métier de base, qui est la chaussure. Il y a des métiers, on a besoin d'une haute, pas de microfibre parce qu'on est plus dans de la maintenance avec des produits hydrocarbures, ou on a besoin d'un cuir parce que des problèmes de respirabilité ou de certaines résistances. Ça, c'est notre métier de base qu'on n'a pas oublié dans la création de la partie de l'EPI, notre service qui était la chaussure. Oui, parce que je disais pas ça juste pour un côté esthétique ou le fait de dire c'est bon, on a du choix en tant que consommateur, c'est pas que ça, mais je viens du BTP, moi. Et je sais qu'on a souvent eu à une époque, avec des solutions concurrentes à l'époque, mais c'était de se dire, oui, mais cette chaussure-là, est-ce qu'on prend plutôt les bottes? Est-ce qu'on prend plutôt les chaussures à lacets, les Rangers? Est-ce que finalement, celle-ci, elle est adaptée pour du travail en milieu clos et couvert, mais quand on travaille en extérieur, c'est plus la même chose, il y a des problèmes d'imperméabilité qui rentrent. Donc, c'est pas qu'un côté, effectivement, que esthétique, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait de dire que de temps en temps, peut y avoir des contraintes liées au métier qui incitent ou qui imposent d'avoir plusieurs types de modèles derrière. Et d'ailleurs, je pensais, tu vas peut-être y venir après, mais je pensais notamment des métiers du BTP qui de temps en temps font des travaux de fondation dans de la boue, dans de l'eau, dans des choses comme ça. Est-ce que c'est imperméable, ce matériel? Est-ce que ça vient pas interférer avec les problématiques? Alors, ça n'interfère pas. Alors, d'accord. Le côté imperméable, si on rentre chaussure 2 secondes par un WR avec une membrane complètement imperméable, non. Par contre, comme vous pouvez tous le voir, elles sont S3, donc ça veut dire qu'elles ont une certaine étanchéité pour tenir à l'humidité toute la journée. Hein. Sur des modèles comme l'Xera, on est sur un cuir hydrofuge shatter, etc. Donc voilà, on est sur de la super chaussure qui va bien. Elles sont pas faites pour être mises sous l'eau. Notre partie électronique qui est dans le talon, donc ça veut dire que l'eau a pénétré totalement, la chaussure a été totalement immergée, mais c'est quand même étanche, donc il y a un joint torique et tout ce qui va bien, donc ça craint rien. Après, c'est pas fait pour être immergé et travailler sous l'eau, sous 1 mètre d'eau non plus. D'accord. Non, mais je pense à des gens qui mettent un peu de béton, ou qui travaillent un peu de côté de béton, ou un peu qui marchent dans la boue. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça posera aucun problème, quel que soit le modèle. Là, ça n'empêchera pas le fonctionnement, quel qu'il soit, de notre système. D'accord, très bien. Et du coup, la démarche de conception que vous avez sur la chaussure, les modèles que vous proposez ici, c'est des modèles que vous aviez déjà en chaussures classiques, ou c'est des modèles que vous avez développés exprès pour le modèle connecté?
Alors, on a développé exprès pour le modèle connecté parce que on va le voir sur le slide d'après, c'est un boîtier électronique qu'on a dû insérer dans la chaussure. Donc, il a fallu déposer avec le CTC. Tout ça, c'est fait avec le Centre technique du cuir français, donc un organisme sérieux, breveter un nouveau système d'anti-perforation pour assurer toujours la protection à la perforation tout à fait normale comme n'importe quelle chaussure de sécurité normée à S3 en Europe et développer ça. Donc on est parti sur une toute nouvelle semelle. Les 8 premiers modèles que vous voyez ici ont toutes la même semelle, donc la même partie inférieure, le même type de chausson. Et on a même travaillé d'ailleurs, comme vous le voyez sur la photo, sur des couleurs. Il y en a qui sont en semelle neutre noire, d'autres en visibilité bleu. C'est volontaire parce que quand on a travaillé dans le développement, il y a des entreprises qui ont dit mais moi je voudrais en plus faire du management visuel ou mettre en avant auprès de mes collaborateurs que je prends encore plus soin d'eux pour mes travailleurs isolés. Et du coup, c'est une mise en avant. D'accord. Ok. Et tu vas peut-être y venir justement après, justement la conception, mais aussi, parce que pour l'instant on a parlé de la chaussure en tant que telle, on a parlé que c'était un outil connecté, mais elle se connecte pas qu'entre elles. Il y a ça forcément un langage informatique et puis de la réception de données. Comment on traite tout ça après, toutes ces informations? Merci pour ta transition, Nicolas. On arrive dessus. On arrive juste dessus ici. Je vous la montrerai quand on sera sur la petite partie échange rapide. Un boîtier, j'en ai un avec moi, comme ça vous verrez en vrai le boîtier. On a un petit boîtier électronique qui se retrouve dans le talon, donc sous le talon de la chaussure. Alors je rassure tout le monde, ça change rien au confort. C'est une chaussure qui est ultra confortable. Mais ce qui est très important, c'est que dans ce boîtier, on a mis plusieurs capteurs, et c'est là aussi où ça nous permet d'être beaucoup plus fort avec nos fameux 84%. Je vous parlais tout à l'heure de détection sur une axe Y ou un axe Z, en général X simplement pour la partie homme-mort. Nous, on travaille sur des plans 3D au complet, ce qui nous a permis de matérialiser à peu près toutes les situations d'un travailleur. Et ça, on est parti sur des accéléromètres et des gyroscopes 3D au complet. Et cette matérialisation permet aux travailleurs d'aller marcher, conduire, courir, faire du vélo, monter, descendre des escaliers 4x4 même s'il a envie, un chauffeur de sauter d'un quai d'1 mètre. Il n'y a aucun problème, ça ne sera pas des situations de chute, sauf s'il y a réellement une vraie chute. Et ça, c'est toute l'intelligence derrière du traitement des datas, de ces capteurs qui sont embarqués, qui fait que dans ce boîtier, de manière totalement autonome, sans communiquer dans un premier temps à qui que ce soit, il sait si c'est une situation normale ou une chute. Et c'est s'il y a chute qui est détectée, ou là, effectivement, on va être capable d'envoyer notre alerte. Et comment on envoie notre alerte ? On utilise une application qui va être sur Android, donc gratuite, intégrée dans notre service. L'application est déjà sur le Play Store, et on va voir tout à l'heure comment on accède à pouvoir accéder à toutes ces fonctions. Mais si on a notre smartphone sur Android, qui a cette application automatiquement, eh bien la chaussure communique encryptée, hyper sécurisée, je rassure tout le monde, à cette application. On n'a pas besoin d'avoir le smartphone sur soi, ça communique en Bluetooth. Vous voyez le petit logo qui est entre les deux. Ça communique en Bluetooth entre les deux. Si je rentre même dans de la technique, c'est un Bluetooth non appairé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le risque, comme dans une voiture ou sur une enceinte à la maison, de dire « Ah oui, mais attends, ça va connecter, attends 2 minutes ou autre ». C'est une technologie de Bluetooth BLE qui est particulière, mais intégrée à 100% des puces Bluetooth depuis l'origine du Bluetooth, qui nous permet de pouvoir communiquer 100% tout le temps en toute fiabilité. Et quand le smartphone reçoit cette alerte, lui, il va se passer 2 choses. On va se mettre en temps 1 à localiser. Donc, on se sert du GPS du smartphone pour géolocaliser. Il faut bien, pour porter secours, savoir où est la personne. Donc, la chaussure détecte, envoie à notre smartphone en disant « Attention, j'ai une alerte de chute de telle chaussure ». Il acquiert la position GPS du smartphone et il est capable d'envoyer automatiquement derrière, tout seul, à tous les contacts d'urgence qu'on a déterminés pour le porteur, une alerte. Et on va voir les séquences juste après. J'ai 2 questions par rapport à ces problématiques-là. Si je comprends bien, c'est qu'il faut avoir et la chaussure et un smartphone sur soi. Exactement. Alors, pas le sur soi. Le smartphone est obligatoire dans notre système, parce qu'on va servir de l'abonnement qu'il a d'échange de data classique sur son téléphone. Donc, celui-là, il est obligatoire sur Android. Par contre, le sur soi n'est pas obligatoire. Vu qu'on communique sur du BLE avec le Bluetooth, on va être capable de travailler dans un rayon, on va dire à peu près de 10 mètres pour sécuriser, quelles que soient les conditions environnementales, industrielles. Donc, même si je l'ai dans ma caisse à outils à côté, si je suis en maintenance,
ou je travaille dans le même local, je suis peintre en industrie, mais je suis tout seul dans ma zone, où je travaille sur des avions et je travaille que dans mon bloc et personne ne me voit, il peut être posé à côté, du moment que c'est dans mon rayon de 10 mètres, ça va fonctionner. Une fois, ce smartphone n'a que vocation d'antenne relais, si je peux me permettre l'expression, mais en aucun cas, c'est pas lui qui fait la détection de chute. Tout est dans la chaussure automatiquement. D'accord. Donc ça c'était, mais parce que là encore, je reparle de mon cas, c'est pas une généralité, mais pour avoir connu ça dans le passé, où on faisait en sorte que les compagnons, les ouvriers, n'aient pas de smartphone, justement pour éviter qu'ils aient des distractions, des choses comme ça. On leur disait les smartphones, ça reste dans la base vie. Des choses comme ça. Il y a que le chef d'équipe, voire le chef de chantier qui a un smartphone. Est-ce que ça peut être un seul relais finalement pour toute une équipe, ou est-ce que c'est vraiment rattaché à une personne? Alors, ça peut être un seul relais pour toute une équipe si tant est que le relais soit à proximité du porteur dans les 10 mètres. Donc, s'il se le prête en permanence, ça fonctionnera sans aucun problème. Ça fait partie d'un de nos brevets qui est du one-to-many-to-one. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est à partir du moment où on a bien l'abonnement au service sur le nombre de porteurs que tu as, il suffit, si tout est mis sur un seul porteur, ça fonctionnera bien. Et l'alerte sera donnée pour la bonne personne parce que l'alerte est efficace avec la chaussure qui a détecté, donc elle a un numéro unique qu'elle va transférer sur le portable qui va émettre l'alerte pour ce porteur. D'accord. Et derrière, justement, tous les contacts d'urgence sont bien pris sur le porteur qui a initialement, qui est la chaussure qui a envoyé cette alerte. Donc, on sera bien sur la bonne chaîne, quel que soit le cas. Donc oui, ça fonctionne. La réalité, c'est que de manière générale, on se retrouve aujourd'hui, là on le voit nous depuis 2 ans où on pousse sur le terrain dans les derniers tests et depuis cette commercialisation de ce début d'année et le pré-launch qu'on avait fait en juillet, c'est que plus de 90% des vrais travailleurs isolés aujourd'hui sont équipés d'un smartphone de plus en plus. On va retrouver, c'est des fiches techniques qui sont dessus, c'est des manuels d'utilisation, c'est comment faire les fiches de maintenance qui vont être portées directement sur smartphone. Et on a un taux d'équipement qui est vraiment maintenant très 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 fort. Et la partie Android sur le réseau pro comme ça, c'est plus de 95% de taux d'équipement versus les solutions Apple que l'on pourrait avoir. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à adresser, on va dire, plus de 90% du marché du travailleur isolé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, encore une fois. On a déjà des clients qui sont à... j'ai que 8-9 portables et ils sont 12 gars, parce qu'ils roulent dans le week-end, il n'y a pas de problème, ils peuvent se le prêter, ça fonctionne de la même manière. Donc ça nécessite un prêt, effectivement, parce que ce que dit Arnaud, c'est effectivement si le porteur est à moins de 10 mètres, on n'est plus vraiment dans une situation de travailleur isolé, parce que forcément on est quand même assez proche à moins de 10 mètres. Mais effectivement, je dis ça, c'est vraiment histoire de faire l'avocat du diable, mais pour avoir connu un petit peu ça, je pense que ça s'adresse à ce moment-là plutôt à des entreprises d'une certaine taille qui ont des smartphones à disposition de leurs collaborateurs et peut-être moins pour les TPE. Je me trompe peut-être, mais c'est plus une impression que j'ai là comme ça, un ressenti. Là, je suis dans le ressenti, pas dans le factuel. Un ressenti. Eh bien, écoute, quand on a fait l'analyse, c'est un peu, alors moi, en tant que directeur commercial, c'était un peu ma crainte au départ. Et quand on creuse, en fait, pas du tout. Je vais prendre les 2 exemples. Je prends l'extrême, un artisan. Il a son smartphone parce que tous ses clients vont l'appeler, il l'a jamais trop loin de lui quand il est sur son chantier. Donc ça va fonctionner très très bien. Et quand tu prends une PME, la cible sur une PME, quelle que soit la petite typologie d'entreprise, si tu te retrouves sur une personne qui va faire de la maintenance, il a besoin d'être contacté. Alors, soit ils sont sur un système DECT, etc. Là oui, ça fonctionnera pas. Il aura besoin, il sera pas équipé. Mais de plus en plus, il leur donne des smartphones en fait, qui sont tellement simples, tellement abordable en termes de prix et tellement facile que parce qu'il a ses emails dessus, il peut consulter tout le temps. Et de plus en plus, regardons là autour de la table de notre petit café, qui n'a pas de smartphone et qui ne l'a pas sur son bureau d'ailleurs, ou combien même on en a sur notre bureau. De plus en plus, on a même 1 voire 2 quand c'est pas plus parfois. Donc on a des personnes qui n'en ont pas, oui, et là ils seront obligés de s'équiper. Ce qui peut apporter des plus, on va le voir tout à l'heure. Et s'ils veulent pas s'équiper, on n'est pas la bonne solution. Ok. Faut se le dire tout simplement. Et je vais juste faire encore une fois l'avocat du diable. Et là, c'est plus, on l'a déjà évoqué dans plein de sujets récemment. La localisation GPS. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour certains d'y voir une sorte de flicage un petit peu je pense dans certaines organisations où effectivement on va nous dire oui, mais du coup vous allez savoir où on est tout le temps dès qu'on va pisser. Enfin, voilà,
Ouais, désolé pour le langage, mais je fais 2 pauses clopes alors que, en gros, machin. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière d'avoir cette crainte qui est peut-être pas toujours avérée, mais qui des fois peut être un frein à l'usage, à l'utilisation et à l'acceptation, l'adoption d'une technologie? C'était justement la question que je voulais venir. C'est un des freins principaux. Un des freins principaux. Alors, pour y répondre, ma réponse va être très, très tranchée et très simple, très claire. On ne peut pas savoir où est un collaborateur tant qu'il n'y a pas eu une chute. D'accord. Je reprends la cinématique de tout à l'heure. J'ai ma chaussure. Dans notre boîtier, dans la partie électronique, dans la chaussure, il n'y a aucun GPS. La preuve, mon petit boîtier, je tiens 3 mois d'autonomie, c'est une pile bouton CR2032, et on voit bien quand on prend nos gros smartphones, si on met le GPS, il tient pas 3 heures sans qu'on soit obligé de le recharger au bureau sur l'allume-cigare en voiture. Donc, il n'y a pas de GPS dans notre système à nous. La cinématique, c'est je travaille, je fais ma vie tous les jours. Notre boîtier dans la chaussure détecte une chute. Je contacte mon smartphone qui est à proximité. Et à ce moment-là, j'acquiers la position GPS qu'a mon smartphone et j'envoie l'alerte. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Ni Parade ne peut savoir, même à distance, et lancer une recherche à distance où est un collaborateur. Alors, même si j'abuse, pareil, tu étais un peu dans le cash. Si la police vient chez nous et nous dit j'ai besoin de retrouver Nicolas qui est porteur des chaussures, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas l'option pour le faire. De la même manière, l'entreprise ne pourra pas le faire, n'a aucun système pour le faire. On ne géolocalise que post-chute. D'accord, donc du coup c'est bien la position du téléphone, donc c'est bien le GPS qui est intégré dans le téléphone, il n'y a pas de GPS à l'intérieur de la chaussure. Aucun système de géolocalisation dans la chaussure. Zéro. Ok. Et donc si je vais même plus loin, c'est-à-dire que si on géolocalise avec le smartphone qu'il a déjà, c'est que la problématique existe déjà pour le collaborateur. Finalement. La question, il pouvait déjà se la poser en amont. Et alors Arnaud pose la question du coup c'est exclusif Android, pas sur iPhone? Alors, pour l'instant, oui, exclusif Android. On est en train de voir pour pouvoir le porter sur la partie iPhone. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, sur le marché, alors si je prends le marché global, même grand public, on a 87% de taux d'équipement sur système Android, sur le marché global. Et quand on prend sur le marché pro, on a dépassé les 94% d'équipement sur Android. Donc voilà, on se coupe encore pour l'instant d'une petite part de marché. Mais le travailleur isolé qui est sur Apple, alors personnellement, moi en 3 ans, je l'ai vu qu'une fois dans une seule entreprise. Je dis pas qu'il y en aura pas. On le portera hein. À terme, ça sera fait. Mais on s'est concentré sur la partie mass market là-dessus, pour être très clair. Et autre question d'Arnaud sur ce qu'on vient de voir, justement, ce qui a été évoqué, effectivement, je fais la même remarque. Tu parlais de changement de pile tous les 3 mois. Comment ça se fait? Oui. C'est en autonomie? C'est fait par le SAV? C'est un échange qui se fait de quelle façon? Est-ce que n'importe qui... Est-ce que finalement, est-ce que ça vient pas entraver le fonctionnement? À partir de quand se fait l'alerte et tout ça, quoi? Alors, très très simple en fait. Dans notre petit boîtier qui est dans le talon, où il y a un accès avec une petite trappe, on tourne avec une pièce de 2 €. Alors on fournit ça nous avec un petit outil pour le faire automatiquement. Hein. C'est un petit outil en alu où on peut pas se blesser, rien du tout. On change. Le collaborateur qui porte ses chaussures en totale autonomie. Alors déjà dans un premier temps, saura quel est l'état de sa chaussure et de sa batterie. D'accord. Sur l'application, on va le voir sur un écran. Hop, je me permets, j'avance un petit peu à ce moment-là pour. Pas de problème. Je vois que notre temps tourne et je vais lag. Je ne sais pas pourquoi, pardon. Voilà, ici. Hop là. Pardon. Il y a arrivé trop vite à la fin. Je reviens sur le bon écran. Excuse-moi, voilà, ici. Voilà. On voit bien sur la partie Bonjour Vincent au milieu, là, le porteur, quand il aura son app, il y a est-ce que ça fonctionne? Oui, on fait des trames de vie toutes les heures pour vérifier que l'électronique est toujours en parfait fonctionnement. Ça reste juste de la vérification de techno, mais comme tout, ça pourrait tomber en panne. Hein, le 100%, même si nous, on garantit plus de 4 ans notre solution dans l'efficacité de notre boîtier électronique, mais on vérifie quand même toutes les heures. Et on voit bien ici pile OK ou KO. On est sur 3 mois, donc le porteur a l'information. Et quand ça passe en KO, on envoie en fait texto et SMS au porteur et également au souscripteur, qui est la personne qui va superviser le parc au complet, en disant tiens, la pile de Philippe, elle va être HS, donc elle passe en KO. Et là, on a une quinzaine de jours pour changer cette pile. Le porteur en totale autonomie ouvre le petit capot, met une nouvelle pile, le referme et c'est reparti, il repart bosser pendant 3 mois. Il y a rien à faire de plus. Ok.
Non, mais c'est pas KO que quand elle est HS, quoi. Ça laisse déjà une quinzaine de jours pour avoir le temps de mettre en place une action. Il ne s'agit pas effectivement que le matin au réveil, ça passe en KO et qu'on ne puisse pas aller travailler, ou alors qu'on puisse aller travailler sans être en sécurité. Voilà. Ok. Très bien. Ça, c'est important. Juste pour avancer un petit peu, d'un point de vue UX, simplement pour nos auditeurs, c'est très simple. Quand on est le souscripteur, c'est-à-dire celui qui va être, par exemple, et superviser les plateformes de ce qu'il va mettre en place, il y a une plateforme informatique comme ça qui est accessible sur ordinateur, sur tablette, comme il veut. La personne se connecte, va être capable de gérer tous ses porteurs, voir l'état de leurs chaussures, si tout fonctionne bien. Encore une fois, pas si elles sont portées. On n'est pas dans du flicage. On sait juste que les trames de vie fonctionnent, donc l'état est en bon fonctionnement. S'il y a eu des alertes, on a l'état des alertes et les contacts d'urgence que l'on a attribués aux personnes. Alors, évidemment, ça génère des annuaires automatiques. Il n'y a pas besoin de tout retaper à chaque fois. Ça vous permet de rappeler les bons porteurs. C'est fait pour du pro. Vous pouvez gérer des absences, des congés, 2-8, 3-8, mettre des horaires de contact ou pas contact, des contacts d'urgence. Voilà, on s'est adapté au monde professionnel qu'on connaît bien, nous, parce qu'on est dans le B2B depuis 40 ans. C'est notre métier. On s'est adapté à ça et on est vraiment fait pour ça. Donc, il y a à peu près toutes les options dedans de manière très, très simple. OK. Voilà. Et chose importante, c'est comment ça fonctionne, tout simplement. Alors, je vais essayer de faire un petit peu court dans ce schéma-là. Si je porte mes chaussures, je tombe, ma chaussure va vibrer pour déjà me prévenir qu'il y a eu une chute, qu'elle l'a détectée. C'est pour éviter, si je suis dans ma partie des faux positifs ou autre, d'envoyer des alertes sans que je le sache. D'accord. Donc là, ça me permet automatiquement de faire cette chute-là. Une fois que j'ai cette chute qui est établie, j'ai 30 secondes pour reprendre mon activité. Une fois que j'ai repris cette activité-là, si je l'ai repris, fin de l'alerte, c'est que dans mon talon, il se passe rien du tout. Si dans l'autre cas, tout simplement, j'ai pas pu reprendre mon activité, on va faire une première étape qui va être une levée de doute qui est positionnée ici, que l'on va revoir. Et c'est un appel vocal d'un serveur interactif qui va être capable en automatique d'appeler les contacts, le porteur, en disant Philippe, vous êtes tombé, est-ce que tout va bien, oui ou non? Et dans tous les cas, si la personne demande du secours ou n'a pas répondu, etc., on passe dans la partie secours qui se retrouve, la boucle rouge que vous retrouvez en bas. Elle est double. 1, de l'information. 2, de l'action. L'information, on va diffuser des SMS et des emails à tous les contacts d'urgence, comme on peut retrouver sur la droite, en disant « Philippe Courtois est tombé, il est à tel endroit ». Donc, on a une position, une adresse précise, mais également un petit lien bleu, comme vous le voyez ici sur la diapo, qui est un lien qui va nous donner GPS. Un point GPS concret. Oui, si vous vous travaillez dans de la maintenance d'éoliennes, on est en plein champ, et d'avoir une adresse qui va être route nationale, je sais pas quoi, qui fait 25 km, on est incapable de porter secours, alors que là, c'est un lien activable. Que ça soit sur smartphone ou sur ordi, on clique dessus, on a la position exacte de la personne. D'accord. Et là, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Et derrière, on passe sur la partie prise en charge. Donc, on va appeler les contacts d'urgence en automatique et pour leur dire, Philippe Courtois est tombé, est-ce que vous voulez le prendre en charge? Oui, non. Bon, on est sur des personnes qui sont responsables pour le faire. Ils répondent oui et on rediffuse l'information à tout le monde comme quoi c'est pris en charge. Ok. Donc ça, c'est le synoptique, quoi, le cheminement classique. Exactement, le standard. Et l'apport, on a retravaillé également sur l'apport d'un smartphone, parce qu'on pourrait voir ça, ce que tu disais tout à l'heure, dans certains cas, comme un petit fil à la patte ou une petite contrainte, si on peut le dire aussi simplement que ça. Du coup, on lui a apporté plein d'autres services. On voit ce bouton SOS. Oui, j'ai le droit d'être à un endroit en train de travailler, mais je me sens pas bien. Je fais un malaise, je me suis blessé, mais je suis pas tombé. Je clique sur ce bouton et on passe directement dans ces phases d'alerte qu'on va retrouver sur la partie basse automatiquement. Et ça va fonctionner de la même manière. Ce qui nous permet aussi d'être dans du préventif. Le SOS, excuse-moi, c'est à partir de... On est dans la boucle d'alerte, c'est ça? Déjà, on est dans cette partie-là. Il n'y a pas de levée de doute parce que j'imagine, ça arrive aussi, un téléphone qui est mal verrouillé dans une poche et puis qui active une alerte pour rien, finalement. Ça peut arriver. Ça pourrait. On supprime toute la partie bleue que vous voyez là quand on fait le bouton SOS. On a quand même
un créneau de 10 secondes qui part, donc il y a un petit décompte là sur l'écran qui marque de 1 à 10 secondes, donc c'est pas instantané, et l'écran passe tout rouge. Alors encore une fois, si j'avance un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur la partie application, ici, vous voyez, vous venez de lancer une alerte quand on fait en volontaire, l'écran change en étant tout rouge comme ça, avec ce décompte des 10 premières secondes, et je peux quand même slider pour couper mon alerte volontaire si j'ai appuyé sans faire exprès en étant sur mon application. Ok. Voilà. Et simplement une question qui me vient, pardon. Est-ce que sur l'application que peuvent avoir les managers ou les gestionnaires de parc, ils peuvent obtenir du statistique, par exemple, de dire il y a eu tant de chutes pour telle personne, c'est une zone qui est plus à risque, enfin plus de détection de chute qu'une autre, choses comme ça, ou c'est uniquement de la gestion de parc et gestion de chaussures, gestion de matériel? Alors, il y a les deux. Si je reviens sur l'écran pour essayer, alors il est un petit là, c'est peut-être pas facile, mais vous voyez ici 4 alertes, 0 alerte. Donc vous êtes capable de voir comment ça s'est passé pour votre collaborateur et éventuellement s'il y a une personne qui est effectivement plus à risque. Alors soit c'est physique, soit elle travaille dans des conditions beaucoup plus dangereuses. Là, c'est à vous de voir derrière dans l'analyse, mais oui, ça permet de voir ce qui se passe sur chacun des collaborateurs à cet endroit-là. D'accord. Encore une fois, on n'a pas vocation non plus à sortir des stats dans tous les sens. On n'est pas un outil de flicage. On amènera certainement d'autres fonctionnalités qui pourraient être activables. On le sait, on a déjà des demandes pour être capable de déterminer sur des sites des zones plus accidentogènes que d'autres, etc. On sera sur des phases 2-3. Alors peut-être avec les mêmes équipements, mais ça sera des updates avec des options, des choses comme ça qui pourraient être incluses ou pas. Je suis même pas en train de vous parler de prix, mais la solution de base pour l'instant, vous avez ce pilotage sur la plateforme, mais on va pas plus loin. Alors juste, avant de passer à la suite, il y a une question par rapport à ce qu'on vient de voir et notamment par rapport au modèle. Arnaud pose la question, est-ce qu'il y aura des modèles de ville prévus pour des soignants, par exemple? Je pensais à ça tout à l'heure, moi, au personnel hospitalier, mais là, la question est bien précise, qui est de dire les problématiques d'auxiliaires de vie à domicile chez des personnes dépendantes qui sont dans des situations finalement de travail isolé. On est en train. Alors c'est une excellente question. On est en train de développer les chaussures parce qu'effectivement on va pas travailler sur les mêmes normes. On va pas avoir besoin forcément de chaussures de sécurité au sens 20345, c'est-à-dire avec des coques, des anti-perforations, etc. On va beaucoup plus potentiellement travailler sur des 20347 qui sont sur la partie glisse, mais pas la partie sécurité, la partie supérieure de la chaussure. Et là, oui, on est en train de travailler pour 2022 à des gammes qui pourront aller dans ce sens-là parce qu'on sait qu'il y a une grosse demande. Parce que oui, il y a des collaborateurs qui se retrouvent à aller chez des indépendants qui sont seuls tous les jours pour aller chez des particuliers et qui ont un besoin. Ça va arriver. Pas encore, mais ça va arriver. Et une question de Jeff, je crois que c'est la première fois qu'il intervient, il demande s'il n'y a pas de localisation en altitude, un genre d'altimètre finalement. Alors, quel étage d'un bâtiment, par exemple? Effectivement, quand on est à plusieurs niveaux, on peut avoir une position GPS, mais sur un bâtiment qui va faire 6-7 étages, qui est en rénovation, qui est en travaux, précisément lequel, pour l'accessibilité au secours, par exemple, ça peut faire un gain de temps, comme tu disais tout à l'heure, qui peut être des fois crucial dans la prise en charge. Alors, en natif, comme ça, sans rien faire du tout, non. Pourquoi? Parce que prendre l'altitude, il faudrait déjà connaître l'altitude au niveau de la mer de chacun des bâtiments en permanence. Si on est au niveau de la mer, on est à altitude 0. Mais si on est à Paris alors je vais peut-être dire une bêtise, faut pas prendre ça comme une vraie valeur, mais Paris est 100 mètres au-dessus du niveau de la Terre. Si je renvoyais une information que dans la tour Montparnasse, il est à 150 mètres, il faudrait connaître le point 0 de la tour pour avoir la bonne hauteur. Donc c'est trop complexe et on s'est rendu compte que ça aurait été facile, mais que c'était pas exploitable en termes de data pour chacun des lieux que l'on pouvait avoir en alerte, surtout quand les personnes étaient en déplacement. On savait pas l'utiliser cette data. Par contre, ce que l'on sait faire très facilement, et là notre système est prêt pour le faire, c'est un système de beaconing. Il suffit d'équiper de petits beacons Bluetooth qui ont une durée de plus de 10 ans d'autonomie sur des sites. Donc je prends l'exemple que tu disais, il y a un gros chantier sur un bâtiment qui va durer plusieurs mois ou années, très souvent c'est plutôt long, sur 6 étages pour garder ce critère-là. Et ben je vais être capable de créer dans mes zones d'accès par strate, par étage, des zones de beaconing. Donc c'est les petits beacons qu'on va positionner simplement dans les entrées et les sorties, ce qui va nous permettre de vérifier si c'est entrant ou sortant, parce qu'on aura A, B ou BA dans le sens de circulation, et on va être capable de remonter facilement le niveau d'information de quel étage il est. Très simple.
déjà presque intégrés à notre solution et c'est quelque chose qu'on va retrouver également derrière dans l'application. Donc, c'est pas en natif dessus, mais quand il y a besoin pour un client particulier sur quelque chose, on sait l'accompagner de comment équiper et où équiper son bâtiment et pouvoir le faire. Et puis maintenant, après, dans les téléphones, dans le changement de téléphone, si vous utilisez déjà le GPS, il y a sûrement des altimètres intégrés qui peuvent donner la... On pourrait avoir l'altimètre, hein. C'est dans beaucoup de choses, certains l'ont déjà. Encore une fois, c'est quand on va se retrouver avec Philippe Courtois qui est tombé, par exemple là, dans ma maison où je suis aujourd'hui, il faudrait que je sache transmettre l'information de quel est le niveau de l'altitude de ma maison au niveau 0. Pour savoir si je suis dans une maison à 3 étages, si je suis au premier, au deuxième ou au troisième. Et toute la difficulté est là, c'est qu'il n'y a pas une carte native en fonction des points de connaître l'altitude 0 où ça devient des usines à gaz et ça devient très très compliqué. Oui. Alors que finalement, en interfaçant avec une solution existante de Bitcoin, on peut arriver à finalement trouver une solution qui est peut-être qui nécessite moins de calcul. Exactement. Surtout qu'on a une base de données qui est toujours fiable, c'est beaucoup plus important. Et puis cette base de données, alors très honnêtement, je vais pas m'avancer, je suis même pas sûr qu'elle existe ou qu'elle soit exploitable telle que. Mais voilà, le côté Beacon, lui, est efficace et permet de s'adapter en plus à chacune des situations. Et là, on a parlé d'étages, mais on peut même parler de, si on a des étages qui sont très très grands, de pouvoir structurer un étage avec des zones, 1, 2, 3, 4 par zone. Donc, on peut aller un peu plus loin, de manière simple. D'accord. Ok. Écoute, parfait tout ça. Très bien, alors une bonne vision. Alors, du coup, on arrive. Alors, n'hésitez pas. Il reste. On arrive au terme. Philippe, encore 2-3 petites choses à nous présenter. Mais si vous avez des questions, alors je sais qu'il y a quelques personnes qui ont dû nous quitter avant la fin parce qu'ils avaient d'autres rendez-vous, d'autres réunions. Mais parmi les personnes encore là, n'hésitez pas avant qu'on arrive tout à fait au bout, puis qu'il vous reste des questions, ça serait dommage. Donc voilà. Après, vous pourrez toujours échanger avec Philippe ou avec nous, on fera les relais sans aucun souci. J'ai vu que Fabien qui allait partir, il avait quelques questions à poser, mais il n'a pas eu le temps de les poser juste avant, donc il me les transmettra. Je lui ai demandé qu'il me les transmette directement, et puis je les transmettrai directement à Philippe qui pourra simplement répondre, et puis voilà. Ok. Fabien, il interagit souvent sous les posts LinkedIn, donc ce sera peut-être l'occasion d'échanger là, puis d'en faire partager un petit peu tout le monde peut-être. Avec grand plaisir. Je te laisse poursuivre, Philippe, pardon. Alors, non, mais un dernier point qui est souvent une question que l'on peut avoir, c'est quand on est industriel parfois, et très souvent même, il va travailler avec un distributeur qui va lui fournir tous ses EPI parce qu'il a besoin de centraliser tout ça. Et du coup, on pourrait s'amener à se dire, mais comment je vais savoir quand j'ai donné à tel collaborateur qui travaille à Marseille ou à Lille ou à Strasbourg telle paire de chaussures qui vient d'un stock tout à fait standard et on ne sait pas quelle chaussure en soi c'est, comment je vais savoir que c'est bien cette chaussure qui est tombée pour l'attribuer à la bonne personne du bon compte de l'entreprise. On a fait une solution qui est hyper simple en fait, parce qu'on voulait vraiment que ça soit très UX et très facile d'utilisation. Comme vous voyez sur la petite photo là du deuxième écran, il y a un petit QR code qui est attaché à toutes les chaussures que l'on va livrer. Et ce QR code est unique à chaque chaussure et reprend en fait l'identifiant de notre boîtier électronique qui à chaque fois lui également est unique. Donc quand il y a la souscription par l'entreprise, le porteur va recevoir un login et un mot de passe. Il télécharge l'app, il a reçu même un SMS pour télécharger l'app, il a même pas besoin de la chercher pour faire très très simple. Il la télécharge, il arrive sur ce premier écran qui est ici, il rentre son login, son mot de passe qu'il a reçu. Cet écran s'ouvre automatiquement pour scanner son QR code. Il scanne la chaussure qu'on lui a attribuée, qu'il a reçue chez lui, même s'il passe pas par l'entreprise, s'il a reçu directement à domicile par exemple, s'il était en home office, il scanne ce QR code et ça attribue automatiquement en fait l'attribution du boîtier qui est unique, bien sur son login qui lui est personnel, qui a été pris par la bonne entreprise. Donc on a vraiment un lien qui est parfait entre les deux et qui fonctionne tout seul. Et ça c'est très très simple. Et on nous a même dit oui, mais si l'écran, l'appareil photo, il est cassé, on a associé manuellement qui est en dessous le petit bouton là. On tape quelques codes, ça ouvre le clavier, on les tape et ça fonctionne de la même manière. Ok. Alors ça, c'était, je pense que la question de Jeff est intéressante pour arriver en conclusion de ce rendez-vous, puisque Jeff pose la question, quel est le surcoût par rapport à une chaussure standard? Parce que c'est un beau produit, bien vendu, etc. Mais derrière, est-ce que finalement, il y a un surcoût important, ou est-ce que finalement, on reste dans des prix, je dirais, accessibles à tout le monde? Alors, je pense que tu nous as gardé ça pour la fin.
Ouais, allez, merci pour la transition. Le commercial, je vous certainement. L'offre commerciale. Bon, ce qui est important dans tout ça, c'est que effectivement, on est dans une grosse innovation. On a vu les plus du produit sont pour s'emporter, le taux de détection beaucoup plus fort, etc. Une adoption qui est très très facile dans l'utilisation, plus tout le côté serviciel que l'on a grâce à notre smartphone en plus. Vous avez les prix ici, les prix publics. Nos produits bas, on a fait très très simple. Ils se retrouvent à être à 195 € hors taxe. Donc ça, c'est le prix d'achat que vous aurez sur la partie chaussures, qui vous sera livré directement avec la partie électronique toute prête. Il y aura juste à la flasher. Sur les modèles hauts, on a vu qu'il y en avait plusieurs. On est à 200 €. Et sur la partie très haute, la chaussure d'intervention, on est à 205 €. Ça, c'est pour le côté je suis primo-accédant, je prends ma chaussure et mon service et mon boîtier électronique qui vient de m'être livré. Ça coûtera ça à l'entreprise end user. Et pour que ça fonctionne, parce qu'on est bien sur une notion de service, la chaussure c'est la partie EPI et on a le côté service derrière pour l'abonnement. On a besoin d'un abonnement qui est fait au porteur, qui va donner accès à 100% du service, donc la partie plateforme pour le souscripteur, la partie app pour le porteur et tout ce qu'on a pu voir tout au long de ce café tous ensemble, à 15,83 € hors taxe par mois. Chose importante également, c'est que c'est sans engagement. On sait qu'il y a parfois des entreprises, on en a plusieurs qui nous ont dit « Oui, mais moi je travaille par campagne et j'ai des moments où j'ai plein de travailleurs isolés sur des périodes particulières parce que je travaille sur des zones de campagne et j'ai pas besoin de tout le service tout le long de l'année. » Eh ben, ils activent l'abonnement sur les 3 mois ou 6 mois qu'ils ont besoin. Ils le coupent tout simplement. Et quand 3 mois plus tard, ils ont un nouveau besoin, ils ont toujours leurs chaussures, eh bien, ils réactivent un abonnement et ça continue tout seul. En gros, pour faire simple, ça permet de consommer ou de payer quand on a besoin. Tant qu'on ne coupe pas, le service est 100%, mais s'il y a une interruption ou un collaborateur qui s'en va, eh ben on n'est pas pieds et mains liés avec un abonnement qui dure 1 an ou 3 ans. On est hyper souple. Et même sur une entreprise qui a besoin de faire un test sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois, bah, du coup, ça lui permet de faire un test industriel sur vraiment quelque chose de pas cher du tout. Et la question qui arrive souvent après, c'est oui, mais pour le renouvellement, vous la trouvez juste en dessous. Si je prends cette chaussure haute, là, que vous aviez acheté 200 €, bah, dans votre renouvellement, vous l'achèterez 100 €, votre nouvelle chaussure. Donc là, du coup, quasiment le prix d'une chaussure tout à fait normale, sans même l'électronique. Et ça, c'est important parce que justement, elle vous sera livrée sans l'électronique, mais toute prête. Bah, un petit peu de RSE, un peu de responsabilité d'essayer de faire vivre les choses et de pas abuser de tout notre environnement qu'on peut avoir. Le collaborateur reprendra le boîtier de sa première chaussure qui était usée, le remettra tout seul dans sa nouvelle chaussure qu'il vient de recevoir et instantanément, il continue à aller travailler, il est parfaitement protégé. Ce qui permet d'éviter de polluer plus avec plein d'électronique, de bien travailler sur la durée de vie de l'électronique au complet, d'avoir un peu de RSE et de responsabilité de tout ça, ça nous semblait aussi important, tout simplement. Parfait. Et une question qui peut être légitime, du coup, si jamais on vient faire un renouvellement de chaussures et qu'à la fois d'après, c'est la partie électronique qui vient tomber en panne, ça se passe comment ? Alors très très simple, l'électronique, bon déjà comme le cadre européen c'est 2 ans, donc c'est un SAV, on vous donne instantanément un nouveau boîtier pour remplacer qui sera tout prêt, paramétré, la personne n'aura rien à faire, donc ça bien sûr c'est assumé, et ce que l'on fait c'est que donc là on est dans ce cadre de ces 2 ans de garantie, et nous la partie conception on l'a conçue pour que ça dure beaucoup plus longtemps, donc a priori ça tombera pas en panne. C'est vraiment fait pour. On est dans le cadre de l'industriel. On connaît les conditions de travail. Nous, on a prévu pour que ça puisse durer encore beaucoup plus longtemps que ça. Et puis, si on se projette à 4-5 ans, très souvent, on sait ce que c'est. On prend nos téléphones il y a 5 ans et ceux d'aujourd'hui. La techno avance, les évolutions avancent. Bah, notre boîtier, il sera encore plus autonome certainement. On fera avancer au fur et à mesure. Donc, ça sert pas à grand chose d'avoir des choses qui durent 10 ans non plus. Ça sert à rien. Faut savoir vivre avec l'ère du temps et l'électronique. On sera capable de faire vivre tout ça. Oui. Alors. Moi, ça a du mal à s'afficher, mais j'ai vu, est-ce qu'un boîtier, j'ai du mal à voir la question qui est posée par Arnaud, la question qui est posée par Arnaud, c'est est-ce que le même boîtier peut-il être switché sur des modèles différents selon les postes ? Oui, le boîtier est unique et la forme est unique dans le système. Donc, une personne peut très bien avoir acheté une basse et en renouvellement très haute, c'est pareil. Voilà. Donc là, il peut choisir absolument des modèles et nous, on va continuer à développer d'autres modèles et c'est à chaque fois le même boîtier. Donc, même dans les futurs modèles que l'on aura qui sortiront, il sera 100% compatible. Ok. C'est intéressant aussi, effectivement, de pouvoir avoir cette souplesse, en fait,
C'est ça, c'est vraiment de travailler sur cette EPI d'un côté et le côté service derrière, mais qui soit pas aliénable pour le client et très très ouvert, quoi. Ok, bon, on arrive au bout de notre délai qui était imparti. Plusieurs personnes ont dû nous quitter jusqu'à parce qu'on a dépassé un petit peu le timing, mais merci Philippe pour cette présentation. Je ne sais pas si tu as encore un endroit où on peut vous retrouver un peu partout en France, si je me souviens bien. J'ai recoupé la carte. On a toutes nos équipes commerciales partout sur toute la France qui sont sur la présentation qui sera mise sur le replay. Vous avez toutes nos coordonnées. Vous pouvez nous trouver également sur parade-connect.com. Vous aurez toutes les informations et tous les détails également de notre solution en complément. Eh ben parfait. Et puis Damien qui nous rejoint là, il arrive quand c'est fini. T'arrives après la guerre. Tu vois, on t'entend pas. T'as coupé ton micro, Damien. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Désolé bonjour, pour Damien. Ouais, l'actualité qui est chaude en ce moment. Ok, on était en train de conclure là justement sur cette présentation, ce 8e café IQSE. Merci Philippe, c'était très très instructif, très intéressant et puis très très clair et transparent. Donc c'est quelque chose qui est à noter et on invite tous les gens qui ont suivi ce café à suivre sur les réseaux sociaux également, peut-être pour poser d'autres questions, peut-être pour se renseigner d'une façon ou d'une autre, à aller expérimenter peut-être. Et puis ceux qui n'ont pas pu nous suivre en intégralité, ça sera disponible en replay dans le courant de la semaine et puis en podcast dans quelques semaines. Voilà pour pouvoir l'écouter, le réécouter et approfondir le sujet si besoin. Qui sera mis sur le replay. Vous avez toutes nos coordonnées. Vous pouvez nous trouver également sur parade-connect.com. Vous aurez toutes les informations et tous les détails également de notre solution en complément. Eh ben parfait. Et puis Damien qui nous rejoint là, il arrive quand c'est fini. T'arrives après la guerre. Tu vois, on t'entend pas. T'as coupé ton micro, Damien. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Désolé bonjour, pour Damien. l'actualité qui est chaude en ce moment. Ok, on était en train de conclure là justement sur cette présentation, ce 8e café IQSE. Merci Philippe, c'était très très instructif, très intéressant et puis très très clair et transparent. Donc c'est quelque chose qui est à noter et on invite tous les gens qui ont suivi ce café à suivre sur les réseaux sociaux également, peut-être pour poser d'autres questions, peut-être pour se renseigner d'une façon ou d'une autre, à aller expérimenter peut-être. Et puis ceux qui n'ont pas pu nous suivre en intégralité, ça sera disponible en replay dans le courant de la semaine et puis en podcast dans quelques semaines. Voilà pour pouvoir l'écouter, le réécouter et approfondir le sujet si besoin. Voilà, je propose de nous en arrêter là et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour le 9e café IQSE de cette première saison. Et puis le 9e qui sera pour le coup l'avant-dernier. Oui. on va enfin arriver à l'avant-dernier. Et tu me dis l'invité ? Et alors l'invité, ce sera, on restera sur le thème de l'EPI, un petit peu moins connecté pour le coup, mais on restera sur le thème de l'EPI avec une solution de mise à disposition qui se rapproche un petit peu de la Smartbox qu'on peut arriver à connaître. Je commande une petite boîte, j'arrive dans un package de pays, donc okay. Voilà, pour filer un petit peu, on sera sur la Smartbox de l'équipement de protection individuelle. Ok, donc à suivre pour la semaine prochaine. C'est complémentaire aujourd'hui. Parfait. On essaie de rester cohérent et ça c'est intéressant. Encore merci Philippe. Et merci à vous. Au plaisir. Merci à tous. Merci à nos auditeurs. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Heiser, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de Heiser, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous, puisque le partage et le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.